Faut que je me prenne un peu plus de temps pour oser rêver. Parce que, en fait, si tu rêves pas, tu te plafonnes, je pense. Prends ta liste de choses qui te font sentir envie, cadre-les, fais pas au hasard en fait, mets de la conscience. C'est augmenter tout simplement son niveau de conscience sur ses besoins. Bah oui, c'est clair que je pense que quand t'es en dépression, c'est que tu t'es complètement déconnecté parce que tu t'es pas écouté en fait. T'as pas écouté les messages de ton inconscient ou de ton toi profond et tu t'es écarté du chemin, de ton chemin quoi. Je crois que je suis un peu basse, tant pis. Faut que je cherche à remonter, ça va être chaud de remonter. T'es bien avec ton petit... T'es trop bien là. Ouais, je suis trop bien. Ça se voit. Allez, hello à tous, vous allez pas me croire. Je suis sous la neige. Sous la neige, avec Laura. On s'est fait une belle balade dans la montagne. On est assez cuit. On est assez cuit pour être honnête. On est dans les Aravis, on a fait une belle ski de rando. Et puis pour baquer quand même, j'ai pris un refuge. Donc on a mangé au chaud dans le refuge. Et on s'est creusé un petit igloo, un hybride. Moitié igloo, moitié tarp. Pour vous situer un peu le truc, on a la moitié haute de notre corps qui est dans une genre de grotte des neiges. Et la moitié basse qui est sous la tarpe. Donc il y a une tarpe, une grande bâche en diagonale qui est tenue par 2 bâtons de ski. Et franchement, on est trop bien. On avait vraiment la flemme de sortir du refuge chauffé. On s'est fait une croziflette. Voilà. Mais là, on est là et en fait, on est trop, trop bien. Et on a eu de belles discussions aujourd'hui. Donc, je suis hyper heureux de se faire ce petit bout de podcast-là. Et d'abord, je vais laisser Laura se présenter parce qu'elle a une vie assez extraordinaire. Donc, il faut que tu nous racontes tout ça. Bonjour à tous, le fameux exercice où il faut se présenter en une phrase où je suis hyper nulle. On peut prendre 10 minutes, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a la présentation au présent, je suis sous une semi-grotte à dormir dehors avec un mec que je ne connais pas, que j'ai rencontré quelques heures plus tôt, avec qui j'ai gravi une montagne. Non, je m'appelle Laura Marino, j'ai 32 ans et je suis créatrice de contenu outdoor et je vis en van. Donc moi, mon truc, c'est de sauter dans l'eau et de faire des vidéos. Et pour ça, je vis dans mon van et je découvre des nouveaux spots à travers ma route. Et avant ça, j'ai été athlète de haut niveau. J'ai fait du plongeon en équipe de France. J'ai été championne du monde. J'ai fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et entre les deux, j'ai fait une grosse dépression qui m'a permis de vivre ce que je vis aujourd'hui, quoi. Voilà, ma présentation. Trop cool, merci. On a pas mal parlé du rebond aujourd'hui, de post-dépression. Tu m'as dit quelque chose à un moment qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit, finalement, c'est grâce à cette dépression, grâce à ces moments, que j'ai pu construire ce que je vis aujourd'hui et je vis ma best life. La preuve, regarde, je suis dans un igloo, il fait moins 10. Tu veux nous parler un peu plus de ça ? Déjà, il faut savoir que je suis sous un demi-igloo, demi-tarp. J'ai dit 2 fois demi-igloo. Et j'aimerais être nulle part ailleurs. Donc ça, c'est déjà trop cool. Parce que la vie est faite d'expériences, d'essayer des choses et de vivre un peu d'intensité, quoi. Donc, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un préparateur mental un jour, une discussion un peu en off comme ça. Il m'avait dit, le jour où tu arriveras à donner du sens à ce que tu as vécu, c'est que tu l'auras transformé. Et je me rappelle que je lui avais ri au nez. Je lui avais dit, mais comment tu peux réussir à donner du sens à quelque chose qui est juste trop chiant, trop nul, genre une dépression, quoi. Et je crois que j'ai atteint ce stade-là, en fait. Et des fois, je rage parce que je me dis, j'avais peut-être pas besoin de tomber si bas pour rebondir si haut. Mais en même temps, c'est mon histoire, mon parcours, et finalement, l'important, c'est d'avoir su rebondir, tu vois. Mais j'essaye de garder en tête que pour l'avenir, je suis peut-être pas obligée de souffrir autant pour m'autoriser à vivre le rebond. Je pense que c'est ça la conclusion, en fait. Tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est autoriser. À quoi tu ne t'autorisais pas avant et que tu t'autorises maintenant ? Je pense que avant la dépression, je m'autorisais pas à être moi-même. Tu vois, je savais pas vraiment qui j'étais et toutes mes actions étaient drivées par un mélange de à la fois mon intuition, parce que j'ai toujours eu une intuition hyper forte, et à la fois ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas ce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi. C'est-à-dire qu'il y avait jamais quelqu'un qui me disait j'attends de toi que tu sois performante, mais c'était que des trucs sous-entendus ou des injonctions, quoi, si tu veux. Et je pense que cette dépression, en fait, m'a appris à me dire, en fait, déjà, qui es-tu ? Et je savais pas.
Donc pour sortir de cette dépression, j'ai dû d'abord savoir qui j'étais, enfin trouver qui j'étais. Pour savoir qui j'étais, il fallait chercher, il fallait trouver. Et ensuite, il fallait s'autoriser à l'être. Et ça a été un sacré cheminement. Et je pense que j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, si une fraise, ça sert à rien d'être un ananas, d'essayer d'être un ananas, ou ça sert à rien d'essayer de faire du jus d'ananas, quoi, parce que tu n'y arriveras pas. Et en fait, les fraises, c'est hyper bon, mais tout le monde n'aime pas les fraises, quoi. Il faut accepter que je ferai pas l'unanimité. Et je pense que pendant une bonne grosse partie de ma vie, je faisais tout pour essayer de faire l'unanimité. Et en fait, c'est une mission impossible. J'avais une super question, mais elle m'a complètement échappé, elle est partie dans la neige. Tu parles de ce côté faire... non, c'était... Tu parles de ce côté découvrir qui on est, ce qui nous drive, nos motivations plus profondes. C'est un sujet qui me passionne. Il y a aussi, je pense, beaucoup de personnes qui se disent oui, mais finalement, est-ce que c'est pas égoïste, ça, tu vois, de se regarder, de plonger en soi et de se dire non, je vais faire ce qui me met en énergie à moi. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense que, en effet, c'est un luxe de pouvoir passer son temps, dépenser du temps et de l'énergie à se questionner sur ça. Parce que c'est sûr que si on était en pleine guerre et qu'on crevait tous de faim, on serait pas en train de se dire qui je suis, tu vois. On serait en train de se débrouiller pour se maintenir en sécurité et chercher des patates pour manger, tu vois. Mais il se trouve qu'on vit dans une société, dans un monde, dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir ces questionnements-là. Et moi, je pense que s'il y avait plus de personnes qui raisonnaient comme ça, peut-être que justement, il y aurait moins de guerre, tu vois. Et qu'on serait tous un peu plus heureux. Et je pense que moi, à mon échelle individuelle, plus je suis heureuse, plus j'ai un impact positif sur le monde, quoi. Ouais, on a parlé de ça aussi en montant. Moi, j'utilise souvent le mot briller. Et j'ai tout le temps, et je fais exprès parce que je sais qu'il provoque, c'est un peu mon style. Et souvent, dans briller, on pense à attirer la lumière. Donc, tu vois, faire la star. Ouais. Et tout ce qui va avec en termes d'image, de superficiel, un peu égocentrique. Et moi, je vois briller plutôt comme l'énergie d'un enfant, tu sais, un enfant qui est complètement lui-même, qui joue dans un jardin, etc. Et c'est lumineux, c'est brillant, il y a cette énergie complètement vierge de toute injonction ou histoire qui se raconte. Et pour moi, c'est ça, c'est oser briller, c'est retrouver cette énergie d'enfant émerveillé qui s'émerveille de tout, des montagnes, des étoiles, du chocolat, du dîner, de ses dessins, qui vit ses émotions avec intensité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, un des gros enjeux là, dans notre société, c'est de se reconnecter à ça, de se reconnecter à oser briller. Toi, tu le fais, et tu m'en as parlé un peu sur la montée, et tu m'as dit que ce qui t'inspirait, c'était aussi de pouvoir inspirer d'autres personnes à faire ça, quoi, à prendre, à finalement avoir sauté le pas. Il y a les plongeons, mais c'est peut-être plus le grand plongeon, c'est peut-être plus ça, quoi. Ouais, ou que ce soit du plongeon ou peu importe ce que c'est, tu vois, là aujourd'hui, je dors dans un demi-igloo, demi-tarpe. Et peut-être que le message que les gens ils en tireront, c'est de se dire, tu vois, j'ai rien à voir moi avec la montagne, avec tout ça, et pourtant j'y connais rien, ça me faisait peur, mais j'ai osé, dans un cadre évidemment, mais quand je dis que ça peut inspirer des gens, c'est qu'en fait, je l'ai pas fait au début pour inspirer des gens, mais c'est que plus mon projet marche, plus il prend de l'ampleur, plus j'ai des retours de gens qui me disent après cette vidéo, j'ai osé faire ci, j'ai osé faire ça, et qui me remercient, tu vois. Donc, en fait, ça me fait prendre conscience que être ma propre version, enfin, je veux dire être qui je suis vraiment, faire les choses qui me rendent heureuse, en fait, ça a un impact hyper bénéfique sur les gens, quoi. Et ça les inspire à faire, eux, ce qui les rend heureux, et du coup, à les rendre, eux, meilleures personnes, quoi. Donc, en fait, quelque chose qui pourrait sembler un peu égocentré de base a un rayonnement hyper altruiste, quoi. Et pour revenir à du concret, ça ressemble à quoi, du coup, maintenant, ta vie avec le van, avec... là, tu reviens de montagne, ouais, ça ressemble à quoi? Je vais peut-être attendre que le vent se calme. Oula. Oh, voilà. Oh, ça parapente. Ah oui, donc là, attends. Le tarp, il va s'envoler là. C'est un fort, je suis.
Donc ça, c'est toujours accroché, donc ça marche bien. Le bâton marche bien. L'arrivée, là-bas, ça va. C'est là que ça rentre. Ah, tu vas reboucher là? Comment? Tu vas reboucher? Reboucher. Enfin, je veux dire. Attends, comment je réfléchis là-bas? Ok. Alors, c'est quoi mon quotidien? C'est assez difficile comme question parce que c'est vraiment pas routinier en fait. Mais de mai à octobre, on va dire que je vis dans mon van et aucune année ne ressemble à l'autre. Enfin, aucune saison ne ressemble à l'autre. Tu vois, là par exemple, cette année, j'étais vraiment focus sur des tournages YouTube, donc j'étais assez flexible pour. Parce que j'ai lancé un concept pour faire sauter où je fais sauter des personnalités. Ok. Et du coup, je restais hyper flexible pour trouver. Enfin, dès qu'il y avait une personnalité qui me disait je suis dispo tel jour à telle heure, fallait que j'y sois, quoi. Ce qui a super bien marché. Donc j'étais un peu organisée en fonction des sollicitations, quoi, tu vois, des tournages qui s'organisaient. Mais sinon, en fait, moi, je suis heureuse près de la mer, je pense. Enfin, non, je suis sûre même. Et je pense que l'évolution logique voudrait que je vive sur un voilier plus qu'un van. Mais, je sais pas, le van, pour moi, c'est vraiment la liberté. Et justement, il y a pas de routine, tu vois. Je suis dehors tout le temps et j'ai besoin d'être dehors pour me sentir vivante, en fait. C'est ça le quotidien, c'est ça la routine. Puis un van, c'est trop bien parce que t'as pas beaucoup d'affaires. Le ménage quotidien, enfin, tu sais, les charges, comment on dit, les tâches ménagères, les tâches domestiques, elles sont réduites fois 10 par rapport à dans une maison ou dans un appart, quoi. Et j'essaye de faire du sport, peut-être pas tous les jours parce que c'est épuisant et que je fais aussi beaucoup de montage et que c'est chronophage, mais ouais, en gros, le quotidien, c'est il y a un tournage qui se planifie et derrière un petit peu de repos parce que ça défonce et du montage et l'organisation du tournage d'après et du coup retournage et organisation en sous-jacent et puis si je fais un tournage dans les Pyrénées, pas mal de rando. Si je suis sur la côte atlantique, je vais faire du surf. Si je suis en Méditerranée, je vais sauter et je vais faire de l'apnée parce que j'aime bien passer mon temps dans l'eau. En fait, il n'y a pas trop de routine, quoi. C'est quoi est-ce que tu as une vision pour les 5-10 prochaines années? Pas dans le mode carrière, plan, etc. Mais est-ce que tu as un peu un mood board, même que ce soit dans ta tête, de ce que tu as envie de vivre à 5 ans déjà, la personne que tu as envie de devenir? En fait, j'ai une liste de rêves et mon objectif dans les 5 à 10 ans, c'est d'en accomplir le plus possible. Tu veux en partager quelques-uns? Ouais, vivre sur un voilier, c'est un rêve en vrai. Ouais. Je sais pas si c'est pas encore un objectif, tu vois, tu différencies rêve et objectif ou pas? Ouais, carrément. Ouais. C'est pas encore un objectif, mais c'est un rêve. Et puis de toute façon, juste quand tu décides de réaliser un rêve, ça devient un objectif, tu vois. Mais enfin, en tout cas, c'est ma vision. Être quand même. À la base, mon rêve, c'est savoir surfer. Mais bon, ça veut dire quoi savoir surfer? Aujourd'hui, je sais surfer, mais j'ai envie de m'améliorer et de pouvoir surfer partout, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve? Dormir dans un igloo? Tu vois, en fait, ce que j'adore, c'est que ça faisait pas partie de mes rêves, mais en fait, ça arrive et j'ai presque envie de l'écrire a posteriori sur ma liste de rêves, tu vois. De l'écrire et de le cocher, tu vois. Parce que c'est trop stylé, en fait. Et jamais j'aurais osé faire ça solo. Enfin, j'aurais jamais imaginé le faire. Ouais. C'est comme il y a 2 ans, je suis allée aux Fidji, invitée par GoPro. Et ça, c'est même pas un rêve, en fait. C'est un truc que j'avais jamais osé rêver, tu vois. Et c'est arrivé, tu vois. Et ça, je trouve ça fou. Et je pense quand même que faut que je me prenne un peu plus de temps pour oser rêver. Parce que, en fait, si tu rêves pas, tu te plafonnes, je pense. On en a parlé. Attends, juste un autre rêve, c'est de faire un Escape 2 avec plus de moyens, parce que beaucoup plus ambitieux. D'en faire vraiment un film qui dure, enfin un court-métrage qui dure genre 25 minutes, beaucoup plus ambitieux que mon premier Escape qui était un projet de court-métrage, quoi. C'est super. Ce point, on en a un peu parlé pendant la montée. Et je suis un peu ambivalent encore sur les rêves, les objectifs, parce que d'un côté, ça te met quand même en mouvement. Et de l'autre côté, c'est aussi une manière de réduire un peu le champ des possibles. C'est-à-dire que quand je me focalise sur cet objectif, je vois pas forcément le reste. Je suis pas disponible pour vivre le reste, tu vois. Peut-être que si tu avais un objectif, tu te dis, ouais, je veux devenir, je sais pas, numéro 1 sur YouTube.
bon, bah, Adrien, il est gentil avec sa rando et son igloo, mais vas-y, tu vois, j'ai pas le temps pour ça. Non, mais tu vois. Et finalement, il y a un peu cette danse entre. Pour moi, c'est un peu des étoiles du Nord, des étoiles polaires, où je me dis, ah tiens, j'ai envie de me mettre dans cette direction. Mais ensuite, sur le chemin, je vais voir ce qui arrive, quoi. Et je vais voir ce qui se révèle et les opportunités. Et c'est un peu cette danse-là. Les Américains, un de mes mentors disait high intention, low attachment. Donc une intention de vivre quelque chose, de vivre d'une certaine manière. Mais low attachment, c'est pas du tout attaché à quelle vie, quelle forme ça prend. Et finalement, bah, tu vois, peut-être que l'aventure aujourd'hui, c'est être dans un igloo, pas sauter, pas être dans les Caraïbes ou plonger. Et c'est aussi cool. Et c'était même pas imaginable que finalement, si on se focalise trop, si on s'attache trop à nos rêves et nos objectifs, l'inimaginable ne peut pas arriver. On restreint le champ des possibles à l'imaginable. Et finalement, notre imagination, est-ce qu'elle est si grande? Pas tant que ça, quoi. L'imaginable est bien plus. La vie peut nous mettre des trucs sur le chemin qui sont bien plus fous. Ouais, franchement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, surtout que, tu vois, là, pour moi, l'hiver, c'est la saison basse, tu vois. Mais j'adore la montagne, mais j'ai pas trop de repères, tu vois, j'y connais pas grand-chose. Donc, j'ai pas forcément de potes qui s'y connaissent super bien, avec qui, tu vois, je fais des trucs. Mais j'adore le ski de rando, j'adore plein de trucs, tu vois, expérimenter. Enfin, j'adore les grands espaces, j'adore la nature. Et comme c'est l'hiver, bah, l'océan, la mer, c'est plus trop la saison d'en profiter, quoi. Et du coup, là, justement, c'était ça l'intention. J'ai été invitée aux Étoiles du Sport à Tignes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je prends mon van. Comme ça, je suis libre et indépendante. Et je vois où ça me mène, tu vois. S'il faut, je redescends direct après les étoiles. Mais en fait, je me laisse la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres choses cool. Et en fait, bah, il y a plein de trucs qui se sont mis et c'est trop bien, tu vois. Canon. J'aimerais revenir un peu, tu sais, parce que pour les gens qui nous écoutent, parfois je me dis que ça peut être trop déconnecté de leur réalité. Ouais. Et finalement, une réalité que beaucoup de gens vivent, bah, c'est justement les moments plus difficiles, les dépressions, etc. Est-ce que tu aurais des tips? Est-ce que tu aurais ou toi, ton expérience, comment tu as dépassé ça? Qu'est-ce que tu as mis en place en coaching ou en PNL? On dit souvent que la dépression, on doit mettre plein de choses en place pour être dans ce cercle vicieux là qui nous tire vers le bas. On met plein de choses, plein de stratégies en place. On s'isole, par exemple. Mais pareil, pour en ressortir, pour créer une nouvelle spirale positive, on doit mettre plein de nouvelles choses en place. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Bah, en vrai, pas mal de choses parce que je pense que la première chose à mettre en place, c'est de se faire accompagner. Je pense que c'est vraiment hyper important. Moi, je l'ai fait un peu trop tard, je pense. Et tu vois, c'est ce qu'on disait sur le coaching. Euh, En fait, tu peux très bien gravir le Mont Blanc tout seul. Tu y arriveras si tu te donnes les moyens et que tu te donnes le temps. Mais si tu as un guide, bah, c'est tellement moins dur, moins long, moins chiant, moins douloureux. Enfin, je veux dire, et moins risqué. C'est vrai que la notion de risque, elle est importante, tu vois. Moi, j'ai commencé à m'entourer, enfin, à aller consulter à un moment où j'ai senti que ça me dépassait, que c'était trop dur pour moi. Et tu vois, si on compare ça à la montagne, en fait, c'est trop tard à ce moment-là. Enfin, ça peut être trop tard. Donc, quelque part, peut-être que j'ai eu de la chance de m'entourer au moment. Enfin, comment dire? C'était pas trop tard puisque je suis là pour en parler, tu vois. Mais je me rappelle un jour m'être dit, oula, je sens que ça me dépasse, que c'est plus fort que moi et que j'y arriverai pas toute seule. Et peut-être que le conseil que j'ai, c'est de demander de l'aide avant d'arriver à ce constat-là parce qu'en fait, c'est un peu trop dangereux, c'est un peu trop risqué et c'est un peu trop jouer avec la limite. Ensuite, je pense que il faut trouver son canal d'expression. Parce que je pense que tu tombes en dépression quand t'es pas écouté, en fait. Alors souvent, t'es pas écouté de toi-même, hein, en premier. Mais personne n'entend ta souffrance, tu vois. Donc, et en général, toi-même en premier. Toujours, hein. Mais tu vois, par exemple, moi, mon canal, ça a été l'écriture. Tu vois, j'ai vraiment renoué avec l'écriture à ce moment-là. J'ai écrit énormément. Et ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite, tu vois, en psychothérapie ou j'ai même fait de l'hypnose. Donc c'est un petit détail, mais ça m'a permis de vraiment avancer sur des sujets où j'étais bloquée, quoi.
Et quoi d'autre? Je pense de créer, de m'accrocher à mes rêves, en fait. La créativité, ça joue un gros rôle. Ouais, après, c'est un peu ambivalent parce que quelque part, quand j'étais dépressive, j'avais pas trop de créativité. Et en même temps, c'est ce qui m'aidait à avancer, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai quand même aménagé mon van pendant cette période-là, pardon. Et je savais rien faire, hein. J'avais jamais tenu une perceuse dans mes mains, donc j'ai vraiment dû tout apprendre de zéro. Et je pense que quelque part, de créer quelque chose de mes mains, tu vois, c'est une forme de créativité, quoi. C'était pas genre j'écrivais des histoires ou je montais des vidéos, tu vois, j'aurais été incapable de faire ça à ce moment-là. Mais je faisais quelque chose de mes mains et je construisais quelque chose pour moi, je construisais ma safe place, en fait. Tu vois, en me reconstruisant à l'intérieur, je reconstruisais aussi l'extérieur, quoi. Est-ce qu'il y avait une partie de se reconnecter à soi aussi? Bah oui, c'est clair que je pense que quand t'es en dépression, tu sais que tu t'es complètement déconnecté parce que tu t'es pas écouté, en fait, je pense. T'as pas écouté les messages de ton inconscient ou de ton toi profond et que tu t'es écarté du chemin, de ton chemin, quoi. Donc, ouais, je pense que quand tu commences à créer, quand tu commences à reconstruire quelque chose, t'es obligé de t'écouter parce que sinon tu sais pas où tu vas, quoi. Mais en vrai, c'est intéressant. Toi, t'as mis quoi en place quand tu t'es cassé le dos? En fait, quand tu as parlé de, tu sais, le récit de redonner du sens à même aux moments difficiles, pour moi, ça a été vraiment la chance que j'ai, la ressource que j'ai su à ce moment-là déployer. Ça a été le rebond très rapide, c'est que j'étais allongé par terre Au moment de l'accident? au moment de l'accident. Ok. Et tu en as parlé tout à l'heure, je pense qu'on pourrait en redire, mais tu as vécu ça aussi, je crois. Je me suis dit, ouf, quoi, en fait, enfin, j'ai plus d'excuses, je suis au pied du mur et je dois lâcher. Enfin, j'ai une excuse, en fait. Ouais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, enfin, je vais pouvoir me reposer, assumer d'être faible, en fait, d'avoir des faiblesses, d'avoir besoin d'aide et de lâcher ce que j'avais construit, même si sur le papier c'était très beau, c'est très brillant et tout le monde me félicitait, ça me donnait un statut, des moyens, etc. Et ça m'allait plus du tout. Et j'avais pas le courage, je pense que c'est vraiment une question de courage, hein. J'avais pas le courage d'arrêter par moi-même, mais c'est la voiture qui m'a arrêté, quoi. J'ai tapé une voiture en parapente, celle qui m'a stoppé. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, t'as compris. C'était un peu le feedback de la vie, et le prochain feedback, c'est quoi? Y a pas d'autre, quoi. Tu te pètes le dos, et tu vois, il y avait ce côté désalignement, quoi. Perdre mon axe, même ma colonne, elle est désalignée. Ok, là, stop, quoi. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, dans notre société, la blessure physique, tu vois, moi qui viens du sport, la blessure physique, elle est tolérée, elle est acceptée, elle est respectée. Mais la blessure mentale ou le désalignement, tu vois, c'est les trucs invisibles. C'est pas légitime, en fait, dans notre société, tu vois. Et je pense que c'est à nous de les rendre légitimes. Mais justement, en fait, on est trop à attendre qu'il se passe un truc physique pour que on arrive à changer, quoi. Ouais, et puis en fait, je pense que les trucs physiques, ils arrivent très tôt. Mais c'est juste que on connecte pas à ça, tu sais. J'ai mal au ventre, j'ai Oui. mal au dos, je dors pas bien. Oui, mais tant qu'il n'y a pas quelque chose de cassé C'est ça. physiquement, tu vois, qui est C'est ça. objectivé par une radio, un IRM ou une échographie, Ouais. en fait, c'est pas crédible, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un peu le fondement de notre médecine aussi traditionnelle, tu vois. Moi, je sais que depuis mes années au niveau, je me détache de plus en plus de ça. Alors attention à prendre avec des énormes pincettes, évidemment. S'il y a un vrai truc grave, je vais aller voir un médecin, je vais aller à l'hôpital, hein. Mais je suis beaucoup plus ouverte aux médecines alternatives, quoi, aux médecines douces. Justement, tu vois, de s'écouter dès les premiers symptômes et pas attendre que. Parce qu'en vrai, combien de fois, enfin, ne pas attendre qu'il y ait un truc cassé pour que. Enfin, te faire opérer pour régler le truc, tu vois. Ouais. Et combien de fois, je me rappelle à l'INSEP, donc c'est le centre national où je m'entraînais, quoi. Combien de fois je suis allée voir le médecin parce que j'avais une douleur et qu'en fait, il y avait rien. Enfin, il y avait rien. Ouais. Il y avait rien à l'échographie, Ça il y avait rien à la radio ni à l'IRM. Et du coup, tu repartais et on te disait, bah non, t'as rien, continue de t'entraîner. Mais il y avait quelque chose. Le quelque chose, c'était juste autre chose. Ouais. Ouais. Et c'était l'expression de peut-être une mauvaise santé mentale ou j'ai plus en tête exactement, tu vois, mais et je crois que c'est ça aussi que j'applique aujourd'hui dans mon mode de vie hyper autonome, hyper indépendante, c'est que
j'ai de compte à rendre à personne. Et si j'ai mal au ventre et que parce que j'ai pas envie de faire ça, bah je le fais pas, quoi. Ouais. Alors, c'est la théorie. En pratique, évidemment, des fois, j'ai des engagements, j'ai des trucs qui font peur, mais je sais que j'ai envie d'aller de l'autre côté, quoi. Tu vois, des fois, c'est une peur comment dire, que tu dois dépasser, tu vois, parce qu'il faut oser. Et c'est toujours un peu difficile de discerner la peur qui te protège et qui t'empêche d'y aller pour des bonnes raisons, ou la peur qui te fait juste passer le cap, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, complètement. Moi, je connecte ça au mode explorateur, qui est important pour moi. C'est-à-dire que se donner des chances de réussite et des petits pas. C'est-à-dire que, bah, tu vois, aujourd'hui, on est dans l'igloo, mais on a le refuge à côté. Et finalement, bah, ouais, c'est une première fois. Est-ce que j'ai besoin de mettre une mission Ouais. igloo sans sécurité pour la première fois et du coup, peut-être avoir la peur sur toute la montée en ski de rando, la peur dans mon sac de couchage? Est-ce que j'ai pas la, est-ce que j'ai pas la possibilité d'être plus soft avec moi-même et donc de commencer à plonger à 50 centimètres, ensuite Ouais. 80 et ensuite à 1 mètre, au lieu de se dire direct, allez, j'y vais pour 10 mètres et je m'écoute pas, j'ai peur. Mais en fait, attends, c'est un super signal que t'as peur. C'est peut-être que t'es pas encore prêt pour ça. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je me rappelle avoir pensé après mon arrêt de carrière, après ma séparation. Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté le haut niveau donc en 2019, quand j'ai arrêté ma carrière, quoi, je me suis séparée quasiment en même temps de mon copain avec qui j'étais depuis quasiment 10 ans. Donc c'est assez corrélé. Et en même temps, les deux auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt. Et en fait, je me rappelle avoir pensé à ce moment, enfin, quelques temps après, de m'être dit, est-ce que j'ai besoin de tomber si bas et d'encaisser autant avant de prendre la décision que ça doit s'arrêter? Et je me rappelle m'être dit, en fait, j'avais une espèce de méthode de me dire, tant que je peux, je reste. Alors qu'en fait, tant que je tiens debout, enfin, tant que je suis en vie, je reste. Et en fait, je me dis, mais c'est complètement stupide. Et ça, tu vois, ça m'a appris ça aussi, quelque part. Donc après, évidemment, comme j'ai beaucoup de mental que j'ai développé déjà enfant, je pense, et ensuite pour atteindre le haut niveau, et ensuite pour y rester, bah en fait, c'est hyper dur de lâcher et d'abandonner quand t'as énormément de mental. Mais justement, j'apprends à discerner les signes, mon intuition, tout ça, pour pas attendre d'aller au fond du fond du fond pour être sûr qu'il y a vraiment aucun regret à avoir et que, tu vois, c'était un peu ma méthode. Comme ça, moi, je suis sûre que j'ai aucun regret, quoi. Bah oui, mais bon, subir les dégâts que t'as fait au passage, quoi. C'est quoi tes signes là, que t'écoutes maintenant? Pour moi, un signe très important, c'est le sommeil. Si je dors, je suis une marmotte, hein, donc, et j'ai toujours été une marmotte. Juste, il y a eu un passage dans ma vie où, franchement, sans exagérer, je dormais une nuit sur deux, quoi. Voire une nuit sur trois. Et ça te déglingue, quoi, de pas dormir. Franchement, c'est une cata. Et il y a tellement de gens qui dorment pas. Donc, dès que mon sommeil se dégrade, c'est un premier signe. Franchement, que ce soit que j'ai du mal à m'endormir, que j'ai du mal enfin, que je me réveille avant le réveil, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des signes que... Alors, souvent, quand ça m'arrive, c'est que je suis dans un process ou dans un événement ou dans un truc, et je sais que c'est limité dans le temps. Il faut que ce soit limité dans le temps. Genre là, tu vois, typiquement, je suis en gros manque de sommeil. Mais ouais, c'est... Et quand ça passe pas tout seul et que ça s'exagère, je me dis, ok, il y a un problème, faut que j'essaye d'en parler, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est que... De quoi j'ai besoin? Ouais, c'est que j'arrive pas à accepter ou à avouer ce qui se passe, tu vois. Mais si t'arrives pas à dormir, c'est que ton cerveau, il arrête pas de te le dire, hein. C'est juste que tu l'entends pas ou que tu l'écoutes pas ou que t'arrives pas à le... Il y a un deuxième signe, c'est bon, déjà mal au ventre direct, mais en général je gonfle. Enfin, mon ventre il gonfle, mais ça peut être franchement du jour au lendemain, hein, c'est assez impressionnant. Et comme si, tu vois, mon corps il avait trouvé les deux trucs qui m'emmerdent le plus. Tu vois, en plus en tant qu'ancienne athlète, l'image du corps, je fais du sport, donc tu vois, de gonfler, enfin, grossir quoi d'un coup, d'une semaine sur l'autre, c'est dur, tu vois. Et genre, mon corps, il a vraiment trouvé les deux trucs, les deux signaux que je pouvais plus ne pas écouter, tu vois. De fort. Ouais. Et du coup, ouais, ça, c'est des signes. Mal au dos aussi, on en a parlé, tu vois. Voilà. Ouais, c'est canon. C'est vraiment cette question de ah tiens, il y a un voyant qui s'allume, tu sais, dans la voiture.
qu'est-ce que ça veut dire? De quoi la voiture, elle a besoin? Ça paraît évident pour une voiture. Tu as le truc huile ou essence qui s'allume. Ah bah Mm. tiens, la voiture, elle a besoin de ça. Alors que on fait pas du tout ça, je trouve, pour le corps. Ah, j'ai mal au dos. Ah, bah hier, j'ai dû faire un faux mouvement. Non. Tu vois, j'ai mal au ventre. Oh, bah, j'ai dû manger, je sais pas, trop de protéines. Mais non, c'est l'inverse. C'est que là, il y a un besoin. Ouais. Et de quoi j'ai besoin pour me sentir à l'aise, en fait, plus à l'aise avec la situation. Et tu vois ce que tu disais, j'entends beaucoup aussi ce côté, beaucoup chez les entrepreneurs que j'accompagne, tout ou rien, ah, mais je dois arrêter ça, ou tu vois, j'ai fait cet engagement, j'y vais pas, etc. Un peu noir et blanc. Moi, j'y crois pas trop, ça. Parce que souvent, finalement, en tirant le fil, je me rends compte, en posant la question, mais de quoi tu aurais besoin? Ton corps, il aurait besoin de quoi pour être OK avec ça? Ben, les ajustements, ils sont souvent minimes. C'est parfois une conversation, c'est parfois un petit changement dans le planning, tu vois, et c'est très rarement partir de l'autre côté du monde et tout Ouais, arrêter, en c'est ça. fait. C'est souvent des petites choses qui font que, ah ok, on reprend de l'air, on reprend, on respire un peu, et puis on peut continuer notre chemin tranquillement. Ouais, je pense que c'est hyper. Enfin, moi, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'avoir une personne, enfin plusieurs hein, ressources autour de moi qui m'aident à décortiquer ce que j'arrive pas à voir. Et en fait, des fois, juste en parle. Les gens qui te connaissent bien, qui connaissent ton contexte pro, c'est rare hein, et c'est difficile à trouver, mais du coup, souvent, quand t'exposes ta situation, la personne, pour elle, c'est évident par rapport à ce que tu dis, tu vois. Ouais. Et ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps, avec la personne qui était mon copain jusqu'à il y a pas longtemps, et on s'est séparés. Mais en fait, on s'est séparés en bons termes et on n'avait pas envie de tout perdre, tu vois. On n'avait pas envie de perdre justement ce rôle l'un pour l'autre d'être comment dire, euh, ce conseiller, ce proche conseiller, parce qu'on est dans des domaines pro qui sont assez similaires. Donc, tu vois, personne connaît mes enjeux sur YouTube autant que lui, puisque c'est un YouTuber aussi, en fait, tu vois. Et j'ai pas énormément de YouTubers, ou en tout cas, les YouTubers que je connais, ils me connaissent pas aussi bien que lui me connaît. Et en fait, je trouve que dans une séparation, ce qui est difficile, c'est quand tu perds tout d'un coup. Parce qu'en fait, ton partenaire de vie, c'est pas juste ton amoureux, tu vois. Et du coup, là, on essaye de se dire, ok, on veut plus être des amoureux, mais est-ce qu'on peut pas garder le reste? Donc c'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu un pic d'anxiété, j'ai commencé à mal dormir. Je pense qu'il y avait plein de choses. Souvent, quand tu commences à mal dormir, c'est qu'il y a plein de petites choses. Ça peut être des petites choses minimes, hein, mais tu sais, c'est une accumulation. Parce que si c'est juste un truc, en général, ça t'empêche pas de dormir, tu vois. Et bon, il y avait un côté émotion que j'arrivais pas à sortir, tu vois. J'ai encore quand même un petit peu de lacune sur réussir à exprimer mes émotions en direct quand elles se présentent. J'ai toujours un petit temps de retard, mais j'y travaille et je progresse là-dessus. Et en fait, là, tu vois, moi, l'hiver, c'est censé être une période où j'ai beaucoup moins de travail parce que de mai à octobre, ça charbonne, quoi. Ça n'arrête pas. Ça dort pas beaucoup parce que les journées sont hyper longues et que je vis dehors et tout. Et en fait, là, je suis rentrée chez moi parce que, bon, la van life, c'était trop froid. Enfin, quoique, on dort sous un igloo, tu me diras. On a reconsidéré ta Ouais. notion du fond. Non, mais tu sais, vivre au quotidien dehors dans le froid, c'est quand même pas la même chose, c'est usant. Mais bon, bref. Et en fait, je commençais à mal dormir parce que, tout simplement, parce qu'il y avait trop. Tu vois, c'était censé être une période plus light et il y avait beaucoup trop. Et en fait, en parlant, en fait, déjà, je m'en rends un peu compte en le disant, tu vois, en l'exposant, en le verbalisant, euh, en exposant mon problème. C'est-à-dire, bon, je dois rendre telle vidéo pour telle date, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que cette semaine, je tourne, j'écrive, et puis en fait, la semaine prochaine, enfin, tu vois, quand quelqu'un te parle comme ça, t'es là genre, oh là là, c'est bon, c'est trop. Et tu vois, le simple fait qu'ils me disent, c'est évident. Ouais. Déjà, cette vidéo-là, tu vas pas la faire. C'est pas le moment, c'est trop. Ah bah oui, c'est évident. Oui, en effet. Et en fait, ça te soulage d'un poids et c'est juste, je pense, des fois, notre dialogue interne, il marche pas, tu vois, parce qu'on se raconte trop d'histoires, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, où on fait plein de stratégies pour pas les voir, alors qu'elles sont là, tu vois, c'est évident, mais juste Tu peux pas avoir derrière ta tête. Ouais, ouais, ou je sais pas, c'est trop facile de te mener par le bout du nez, tu vois, toi-même, et de croire et d'accepter que ce que tu veux. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est ton corps en fait qui te rappelle à l'ordre, tout le temps. Ouais. Je fais un petit monologue là. C'est très bien. C'est très intéressant. C'est clair, franchement,
tu vois, tu me demandais ce qui a changé aussi depuis la fracture. Mais c'est ça, c'est l'écosystème. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans un programme de coaching, d'accompagnement. Ensuite, j'ai commencé, je me suis mis dans des assos pour moi-même aider des dirigeants qui étaient en galère et c'était hyper thérapeutique pour moi de les accompagner là-dedans. C'est Second Souffle, si ça intéresse certains auditeurs. Et aujourd'hui, je crois que j'ai pas une journée où j'ai un coup de fil au moins, 20 minutes, 30 minutes avec quelqu'un, où c'est quelqu'un, enfin, je vais dire, ah tiens, en ce moment, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Et je sais, j'ai confiance dans le feedback. Et je sais, la qualité du feedback aussi est très haute. C'est-à-dire, c'est pas des conseils de Tata Louisiane, là, ou de ta belle-mère. C'est, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on s'en fout. Mais plutôt, ah tiens, Trouver des conseillers dans ton domaine. Hein. voilà. Et qui savent, qui ont aussi la technique et la connaissance de dire, ah ben tiens, tu vois, quand tu me dis ça, j'entends ça. Quand tu me dis ça, ben, j'ai l'impression que ça fait écho à ce que tu as associé cela. Et boum, tout de suite, en 20 minutes, c'est là, ah, au lieu de perdre une semaine à ruminer le truc, à le tourner dans tous les sens, c'est vraiment hyper rapide. Parfois, c'est des vocaux. Et c'est vraiment ça qui a changé, c'est l'écosystème. Ouais. D'être entouré, d'avoir... Souvent, je compare l'image... T'as compris, maintenant, j'adore les images. Même pas les fraises. Non, faudra aller voir ta vidéo pour la fraise et l'ananas. C'est les bandes blanches qui vivent sur l'autoroute. T'imagines rouler sur l'autoroute sans ça? Ça serait hyper dangereux, avec les voitures à droite, à gauche. Ben, les bandes blanches, pour moi, c'est un peu les gens comme ça, qui, hop, ça vibre. Oh putain, là, j'ai un peu trop à gauche, un peu trop à droite, etc. Et qui te cadre, en fait, qui te permettent d'avoir un feedback. Alors, il y a le corps, il y a les gens. Je pense que bah, le couple, c'est un gros feedback aussi. Et puis, ouais, tu parlais du corps au niveau des blessures, mais je pense que tous les deux, on passe aussi beaucoup par le corps, au sens où, bah, pour se sentir bien, on doit être dehors, on doit marcher, être en mouvement. Ouais, mais parce que pour moi, on est connecté en fait à notre corps. Ouais. Et c'est des feedbacks très fins. Parce qu'avant avant d'arriver à se casser le dos ou quoi, ou d'être en dépression, en fait, il y a une montagne de trucs, des hurlements. Mais je trouve qu'on a perdu cette culture de ah tiens, qu'est-ce que mon corps il me raconte en ce moment? Mais tu vois, moi maintenant que je me considère comme reconnectée, Ouais. mais il y a des choses que j'étais capable de faire avant que je suis incapable de faire aujourd'hui. Tu vois, on pourrait très bien le voir comme une régression ou comme... tu vois, typiquement, genre faire la même chose qu'on a fait aujourd'hui sans refuge, Ouais. je crois que j'ai pas envie, tu vois. Et ça m'infligerait un trop gros effort pour ce que ça m'apporte, tu vois. Tu te ferais Je me ferais du mal, en fait. ouais. Alors que là, c'est un kiff, tu vois. Et c'est une sortie de zone de confort, mais c'est un kiff. Et de mettre la sécurité que j'ai envie de mettre, tu vois, à quasiment, j'allais dire à aucun moment, à quasi aucun moment, j'ai eu peur aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est la petite trouille, tu vois, mais gentillette, quoi. Voilà, Oui. Et ça, ou même, tu vois, des fois, je me dis, bon, ce serait bien que je fasse ça pour tel projet, ou même pour telle personne, machin. Et je peux pas m'obliger autant qu'avant, quoi. Donc, des fois, c'est un handicap, en vrai. sur le long terme, tu crois? Non, évidemment, sur le court terme, quoi, mais des fois, ça fait bizarre, tu vois. Ouais. Parce que je sais que si je fais ça, je vais pas dormir, je vais gonfler, je vais avoir des douleurs. Sentir mal avec toi-même. Et je me sentirai mal. De mensonge, tu vois, de trahison. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça aussi, c'est de se dire, putain, j'ai plus envie de me trahir, quoi. Et ça m'est arrivé de dire non à des choses où, ouais, sur le papier, ça se fait pas de dire non, quoi. Tu vois, des trucs de dernière minute, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir. Et sans vouloir mentir, tu vois, avec une excuse bidon, je suis désolé. Je me sens... Après, le mot magique, pour moi, c'est je suis pas à l'aise. Ça passe dans le pro, ça passe dans le perso. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas à l'aise avec cette situation. Je suis pas à l'aise avec ça. Et ça marche hyper bien. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un truc. Je vibre pas ou mon énergie, elle n'est pas là. Ça, c'est ce qui peut, tu vois, effrayer les personnes. Ou je suis en train de gonfler et rentrer dans tes détails morphologiques. Mais juste, je suis désolé, mais je suis vraiment pas à l'aise. Je vais devoir faire X, X, Y pour être à l'aise.
Ça, c'est accepté, je trouve, dans la société, cette phrase. Ça va être pas mal, c'est un bon outil. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, de réussir à... Tu vois, il y a ce que tu ressens, et réussir à le... pas le déguiser, mais à le formuler pour que ce soit acceptable, tu vois. Comme si, ok, bah t'as mal à l'épaule, bah il y a rien à l'IRM, mais par contre, je vais pas m'entraîner, tu vois, Ouais. pour une autre raison. Et ça, tu sais, tu parlais des histoires qu'on se raconte. Et finalement, ces histoires, ben, on en parlait en montant, il y a toujours un bénéfice caché. Même si c'est un comportement qui est hyper toxique, et finalement, à un moment donné, si on choisit ce comportement, c'est qu'on a un intérêt. Ça peut être dur à entendre, hein. Tu as des gens qui ont des comportements. Tu sais, tu fumes. Si tu fumes, c'est que tu as un intérêt à fumer. Oui. Peut-être que c'est le seul moment de la journée que tu prends pour toi. C'est souvent ça, la Et que tu respires. cigarette. Exactement. Et donc, tu peux pas dire à quelqu'un juste, vas-y, arrête de fumer, si tu remplaces pas. En fait, tu le coupes du seul moment qu'il a pour lui-même. Et donc, ça, c'est vraiment une question importante de, tiens, je fais ça, je sens que ça me va pas, je sens que c'est pas juste, c'est pas aligné, ce que tu veux. Je sens que mon corps, il gonfle. Et je l'ai fait, tu vois, ou j'y vais quand même, et je me retrouve encore et encore dans cette situation, c'est souvent cyclique. Pourquoi, quoi? Pourquoi dans le sens, pas l'origine, mais au contraire, quel est le bénéfice? Qu'est-ce que, tu vois, en montagne, à un moment, j'avais un truc, en parapente, je me mettais souvent dans des trucs un peu chauds. C'est quoi le bénéfice, tu vois? Qu'est-ce que ça me fait vivre, que j'ai besoin de vivre, que mon corps, mon mental a besoin de vivre? Et là, pour l'instant, ma seule solution, c'est ce comportement. Mais si j'identifie ce que ça nourrit, très certainement, je peux le nourrir autrement. Si j'identifie que la clope, ça nourrit le fait que j'ai besoin de moments pour moi-même, pour peut-être être seul ou sociabiliser, ok, bah, peut-être qu'il y a d'autres manières plus saines où je peux nourrir ce besoin. Et une fois que ce besoin il est nourri, bah, je vais pouvoir supprimer plus facilement le comportement qui peut être toxique pour moi, quoi. Et le parapente, c'était quoi alors? Le parapente, pour moi, c'était de me sentir en vie. Ok. Ma boîte, ça m'étouffait. J'étais dans la routine, j'étais dans la maintenance. Moi, je suis un aventurier, j'ai envie d'explorer, de créer des trucs. Tu vois, et donc, et ça, c'est toujours un truc aujourd'hui. Tu vois, j'ai une moto. Quand je vois que je prends la moto et que je tabasse un peu, je me dis, attends, Adrien, là, pourquoi t'as besoin de ça, là? Ouais. Ou que je vais me mettre en montagne dans un truc un peu chaud. Pourquoi t'as besoin de ça? Et c'est ok, t'as besoin de te sentir en vie? Ok, vas-y. Prends ta liste de choses qui te font sentir en vie, cadre-les, fais pas au hasard, en fait, mets de la conscience. Ouais. C'est augmenter tout simplement son niveau de conscience sur ses besoins, comme tu le fais avec ton corps, avec ton dos. Ah tiens, j'ai tel comportement en ce moment, je sors beaucoup, je picole beaucoup, j'appuie un peu sur la pédale, sur la moto ou en voiture, ou je travaille 2 heures de plus tous les jours, ou je prends mon téléphone toutes les 10 secondes. Et ça, il y a un bénéfice. Si je le fais, c'est que ça me fait sentir quelque chose de positif quelque part. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, bah, je peux changer de stratégie, quoi, en le nourrissant d'une autre manière. Pas en le niant, quoi. Pas en niant le besoin, mais en trouvant une autre stratégie créative. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des stratégies, tu vois, à mettre en place, ou quand tu disais je me sens pas à l'aise. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que ça fait écho en moi, parce que moi, je me suis beaucoup trahie en n'arrivant pas à dire non. Tu vois, et quand t'arrives pas à dire non à des trucs que dans le fond, t'as pas trop envie de faire, ou avant même que tu te poses la question si t'as envie ou pas, tu dis oui, et juste parce qu'on t'a demandé, tu vois. Et en fait, récemment, là, j'ai lu un truc qui m'a frappée et j'ai réussi à le faire cet été, tu vois. J'ai réussi à dire non tout de suite. Alors que dire non sur l'instant, moi, ça me coûtait une énergie telle que je préférais dire oui et assumer les conséquences du non du oui sur le long terme. Alors qu'en fait, mais c'est 1000 fois plus d'énergie. Genre, dire non sur le coup, ok, ça te prend beaucoup d'énergie, c'est difficile à faire. Mais en fait, les conséquences du oui sur le long terme, genre 10 fois pire, quoi. Et tu vois, j'ai réussi à dire non sur un deal, bon, un peu tard et à la dernière minute, donc je pense que le client, il l'a pas hyper bien pris. Désolé. La prochaine fois, je le dirai plus tôt. Pour Pierre, si tu nous écoutes. Mais j'étais fière de moi parce que je me sentais pas respectée, tu vois, dans ce deal. Je me sentais pas prise en compte. Je me sentais tout sauf à ma place, tu vois, et dans un truc cohérent sur ma direction. Enfin bref, de l'extérieur, c'était pas du tout cohérent. Mais j'étais prête à dire oui parce que j'osais pas dire non, tu vois. Et c'est la pire réponse. Et donc, je me serais encore trahie, et du coup, je me serais encore mise dans une situation où,
Un an plus tard, bah, j'aurais pas dormi, j'aurais gonflé, j'aurais eu mal au ventre, tu vois. Et en fait, là, le fait d'avoir dit non, bah, c'est fini, on n'en parle plus, en fait, tu vois. Et c'est terminé. Ça rejoint la notion de courage dont on parlait, hein. Ouais. C'est dur, c'est un peu dur à entendre, mais les histoires qu'on accepte de se raconter. Voilà, mes parents, mon patron, mon voisin, mon manager, mon genou, mon ceci. On accepte cette histoire parce qu'elle est plus facile quelque part que d'avoir le courage de changer la situation. Ouais. Bah, c'est exactement ce que tu sais, tout à l'heure, je disais, moi, hyper tôt, j'ai su que je voulais pas faire comme tout le monde. Ouais. Et j'avais pas osé le dire parce que j'avais peur que ça fasse trop égocentrique. Et tu m'as dit, tiens, c'est intéressant, est-ce que tu avais une volonté d'être exceptionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire de toi et tout? Donc, j'ai commencé à partir sur peut-être un manque d'amour ou de reconnaissance, donc dans mon enfance, dans mon adolescence. Et en fait, quand j'y pense, bah, j'ai eu une famille, évidemment, il y a des problèmes dans toutes les familles, il y a des traumas dans toutes les familles, mais je considère que j'ai quand même eu une enfance et une famille plutôt heureuse et plutôt équilibrée, quoi. Ouais. Oh là, je croyais que ça s'écroulait. Et c'est là que tu m'as dit, justement ce que tu viens de dire, souvent c'est pas on cherche des explications dans le trauma, mais en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est pas le trauma qui compte, c'est qu'on choisisse de prendre ce trauma et de créer son histoire de vie avec ça. Exactement. Il y a des gens qui ont pris des baffes et ils s'en foutent. En fait, ça n'a pas construit le Ou bizarrement, tu vois, les trucs que j'ai vécu les plus durs, je veux pas citer d'exemple, ça sert à rien, mais c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé. Et peut-être que quand je me dis, ok, bah, si j'ai besoin d'amour et de reconnaissance, peut-être que c'est mes parents m'en ont pas donné assez quand j'étais petite, tu vois. Et en fait, quand tu me dis ça, je me dis, bah, en fait, peut-être que c'est moi qui n'ai jamais su recevoir l'amour de mes parents. Ou que j'ai ce besoin aujourd'hui. Et donc, c'est plus pratique pour moi. De me dire que c'est la faute de mes parents. Exactement. Plutôt qu'avoir le courage de... Tu me l'as dit, tu as mis un peu de temps pour te lancer sur YouTube, etc. Ouais, d'oser me lancer, moi, Exact. croire en moi toute seule, Exactement. en fait. Et ça, c'est pas une histoire de mes parents, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais c'est vrai, quand certains enfants qui sont hyper couvés, machin, ils ont plus confiance en eux et tout. Ouais, mais en vrai, quand je réfléchis, oui, ok, mes parents, ils étaient exigeants et tout ça, mais c'était les premiers à nous encourager, c'était les premiers à être là pour m'amener à la gym, machin. Quand je suis partie à l'INSEP, ils étaient chaque championnat d'Europe, ils étaient là. Ils sont venus aux Jeux Olympiques, ils étaient là. Tu vois, alors évidemment, peut-être que je peux trouver des trucs qu'ils n'ont pas fait parfaitement, mais en fait, peut-être que ça passe aussi par moi, m'autoriser à faire mes trucs, à oser moi, à m'aimer moi, et après, tout roulera mieux, quoi. Tu sais, ça me fait penser à un exercice hyper concret que j'adore, que je fais tout le temps dans le programme d'accompagnement, là. C'est, on demande quelle est la personne qui t'énerve le plus. Qui t'énerve le plus? Ouais. Et donc, tu sais, ça vient vite en général, hein. Ah, je sais pas, moi, ça C'est va vrai. pas, là. Ouais, c'est bien. Personne, vraiment, tu te dis, ouais, mais cette personne, c'est vraiment tout ce que je déteste. Donc, on fait écrire, ok, le nom, quel comportement, et qu'est-ce que ça symbolise comme comportement. Donc, t'imagines quel comportement t'aimes pas dans cette personne, et qu'est-ce que ça symbolise pour toi. Parce que ça symbolise quelque chose, tu vois. Et après, tu regardes ça un peu comme un miroir, et tu vas voir que c'est probablement ce qui a besoin de grandir chez toi. Ce que tu as envie de grandir chez toi, mais qui fait peur, qui est inaccessible, qui est un peu voilà, contre nature. Et pourtant, probablement en faisant grandir un peu de ça, tu vas être un peu plus équilibré, tu vas dépolariser ta vision de la vie et tu vas t'autoriser, finalement, tu vas enrichir ta boîte à outils avec des nouveaux comportements. Souvent, c'est oh, cette personne, elle est égoïste, etc. Et puis, c'est typiquement les personnes qui sont tout le temps à droite à gauche et qui s'écoutent jamais. Et finalement, être égoïste et se concentrer un peu sur soi, ça leur ferait vachement de bien. Et c'est plus facile de le voir chez quelqu'un d'autre. C'est comme le coaching, et c'est tellement plus facile. Bah, de toute façon, moi, je pense que dans la critique des gens envers d'autres personnes, 90% de la critique, elle représente quelque chose qu'ils ressentent eux, quoi. Et c'est la grosse difficulté du couple, on en parlait un peu, c'est que à la fois tu tombes amoureux de quelqu'un parce que il représente peut-être quelque chose qui est complémentaire, quoi, qui te donne envie. Et à la fois, c'est un miroir quotidien de là où t'es moins bon, quoi, tu vois. Je prends mon exemple.
moi qui suis pas mal dans, tu vois, le process, l'entrepreneuriat, j'aime bien développer des entreprises, faire des plans, etc. Alors, beaucoup moins aujourd'hui, mais ma femme, elle est prof de yoga, s'est connectée à son corps en permanence, et j'adore ça, et je l'aime tellement pour ça, et ça m'inspire. Et de temps en temps, moi, quand je vais être un peu en stress, en anxiété, je vais mettre en mode, non mais quand même, ça serait quand même pas compliqué de planifier un peu plus, tu vois. Et donc, tu es à la fois la meilleure personne pour te faire grandir et à la fois aussi, quand tu es dans des moments où tu es plus moins en énergie, c'est le miroir qui va te faire mal, quoi, qui va te blesser. Mais c'est toi que tu vois avant tout, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait me remettre en question sur plein de trucs qui m'énervent dans ma rupture récente. Mais ouais, c'est intéressant comme point de vue. Je crois que c'est un peu neuf comme notion, faut que je le processe un peu. En général, tout ce qui génère une émotion, c'est vraiment le voyant dans la voiture, il se passe un truc. Une émotion, c'est une information de tiens, ça me touche. Ça me touche pas parce que le truc en face est touchant ou pointu, mais parce que moi je suis sensible à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Deux personnes peuvent lire le même livre ou regarder le même film, et il y en a une qui peut pleurer tout le long, Oui. l'autre non, et il y a des moments, tu vois, donc ça vient pas du film, ça vient de toi, ta sensibilité, et ça c'est au quotidien. Et tout qui t'énerve, il y a des gens, ils regardent les infos, ça leur fait rien, il y en a d'autres, ça les énerve, ça les tend. Il y a des gens, tu leur coupes la route en voiture, ils s'énervent, il y en a d'autres, ça les fait se marrer. Donc Pas de l'action. c'est pas l'action, c'est toi, comme si c'était un genre de papier argentique. Quel type de papier? On en revient à nos fraises, aux ananas. Ah tiens, là j'ai imprimé un truc, là j'ai une émotion, c'est que moi j'ai une sensibilité à cet endroit-là, et c'est très bien, hein, le but c'est pas de le supprimer, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'augmenter son niveau de conscience et de se dire, moi, tu vois, me coucher dehors sous les étoiles, ça me touche, quoi. Dormir, tout à l'heure, je te racontais, j'avais les larmes aux yeux dans le refuge. Mais pourquoi? Parce il y a 2 casseroles, quelques crozets, Beaucoup de beaucoup de crozets, et un peu de confiture. Et je trouve que là, il y a une simplicité, Une cheminée. une cheminée, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Et cette simplicité, elle me touche, et c'est quelque chose, j'ai envie de grandir dans ma vie. J'ai vraiment, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais j'ai envie de le développer. Et tu vois, c'est ce que je retrouve vachement dans la van life, moi, justement. Cette simplicité de vie. Et puis, t'es bien, tu restes. T'es pas bien, tu pars. Et après, évidemment, je vais pas m'enraciner pendant 3 mois dans un endroit parce que en van, t'es aussi à la fois chez toi nulle part, tu vois. Et le but, c'est d'être discret, tu vois, de disparaître un peu dans la géographie, quoi. Ouais. Il y a une phrase de Sylvain Tesson que j'aime bien, c'est ils étaient nombreux à vouloir entrer dans l'histoire et moi, je voulais juste disparaître dans la géographie. J'aime bien. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? On peut. Sylvain Tesson, très belle référence. T'es prête pour le dodo? Le dodo. Est-ce que t'as froid? Un peu, là, il faut que je rentre toutes mes extrémités dans mon duvet. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais t'as froid un peu au bout du nez? Ouais. Non, mais il faut que je mette bien mon duvet, mais j'ose pas trop parce que là, je vais faire du bruit et ça va pas être agréable. C'est sûr. Mais tu vois, on va être confort, en vrai. Ouais, je pense. Mais Protéger je suis un peu à l'affût, là, je me dis j'ai froid ou pas. Mais en fait, non, ça va. surprenant. Ce qui dépasse, tu vois. Ouais. Après, le visage, il reste frais, mais tu vois, en fait, tant que le corps est bon. Ouais. Si vous voulez voir les résultats de notre nuit, rendez-vous sur ma vidéo YouTube. Ouais, on mettra 2-3 images, on enverra le lien et tout. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. C'était un podcast très unique et très innovant. Ouais. Et merci pour ta confiance aussi. C'est vrai qu'on se connaissait pas ce matin. Et tu pars en montagne avec moi, ça me touche beaucoup. Ok. Ah ouais? Ouais. Tu vois, tu mets ton temps, ton énergie, ta vie, comme ça, tu sais pas. Et ça, je trouve ça, pour moi, ça a beaucoup de sens. Ouais, tu vois, je pense qu'on parlait d'intuition et tout à l'heure. Je le fais pas avec n'importe qui, en plus, c'est ça qui est fou. Hein. Mais juste là, je sais pas, je me suis écoutée, en fait. Et j'ai écouté la vie, en fait. Et puis regarde les signes. On a vu une jipette. Mais c'est ça, jipette? Jipette, ouais. Bon, ok, j'ai perdu mon drôle juste avant, mais ce que je retiens, c'est la jipette. Jipette. Oh là là. Mais stoppez le podcast. Allez sur Google, tapez Jipette, Gypaete. Il était à 20 mètres de nous. C'est un Jipette barbu, parce qu'il a une petite moustache. Il faut s'imaginer,
Ça fait 3-4 mètres de large. C'est orange, c'est un torse bombé orange. L'image de toi avec le gipette. Oh là là. Loup, là. C'est un gipette. Gipette. C'est un oiseau exceptionnel. Et ouais, c'était un moment assez magique avec le coucher de soleil. Bon, en tout cas, je sais pas quand va sortir cet épisode, mais blottissez-vous bien devant la cheminée sous un plaid avec une petite tisane ou un chocolat chaud pour nous. Parce que Ouais, ou un lait de coco chaud. trop chaud. Si vous voulez avoir toutes les refs, il faudra aller voir la vidéo. Ouais, c'est vrai, on a un peu nos private jokes maintenant, mais bon. Faudra regarder la vidéo, il y a tout dessus. Les fraises, les ananas, le lait de coco, la crozipelette. Ouais. Merci encore. Passez une bonne soirée à tous au chaud pendant qu'on est dans l'igloo, mais en vrai, on est au chaud aussi. Et demain, ça sera la redescente. Il y a encore une ou deux petites aventures qui nous attendent. Ouais, est-ce qu'on va récupérer mon drone? Ouais. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Salut.